Bonjour Monsieur Ploncard. Bonjour Jean, nous sommes tout seuls aujourd'hui. Eh ben voilà, on va faire cet entretien. Tout seul parce que nos chers amis étaient occupés, étant donné que c'est un mardi et non pas le samedi comme d'habitude. Mais j'avais trop de choses à faire vraiment ce mois-ci, je ne pouvais pas me libérer autrement. Donc comme tout de même il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits, j'ai estimé qu'il fallait faire ça le plus vite possible. Et puis pas trop près, sinon ça aurait fait doublon avec le prochain entretien du mois d'octobre. Donc voilà, donc nous sommes tout seuls, on est assez grand pour ça. Ah oui. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer nos chers amis. Alors Diane qui est toujours perdue dans sa France profonde de l'Ardèche. Et la dernière arrivée, Oui, Blandine. Blandine, qui est au travail, qui m'a dit d'ailleurs, je ne peux pas me libérer parce que quand vous aurez repris votre train, je serai toujours au travail. Et puis Noémie, qui n'est pas encore arrivée, mais qui a largement contribué aux questions dont nous allons traiter aujourd'hui. Donc Voilà. je leur dis bonjour à toutes et bon travail chez elles. Voilà, on y va. Alors, l'actualité en France. Loin de calmer les esprits dans des récentes déclarations, Emmanuel Macron, lors de son très long entretien avec des journalistes, s'est félicité de son attitude outrageante envers le général De Villiers. Quelle est votre analyse de cette attitude? Il y a une chose qui m'a frappé dès le début de l'affaire Zillet, quand Macron a réagi violemment. D'abord, ça a démontré qu'il avait une méconnaissance totale des besoins de l'armée. C'est même grave pour un chef de l'État. D'autre part, sa façon de réagir, au lieu d'essayer de calmer les choses, d'essayer de leur expliquer, même si c'est pour leur mentir à la limite, que pas du tout, que ça allait être rattrapé dans l'année prochaine, etc. Il a voulu créer la cassure. Il a réussi d'ailleurs. Alors, pourquoi ou bien voulait-il réellement se débarrasser du général De Villiers? C'est une hypothèse. Ou bien il a réagi comme un petit coq imbu de sa personne. Comme quelqu'un, moi il m'a fait penser en fait à quelqu'un qui n'a pas de réelle personnalité, qui est simplement le fruit de magouilles politico-médiatiques, qu'il a fait arriver au pouvoir. En fait, il a la force de ceux qui sont derrière lui pour le soutenir, qui l'ont fait arriver au pouvoir. Et ceux qui ont lu mon étude sur Sarkozy et la mort programmée de la France, ils peuvent la relire, et à la limite, c'est du copier-coller pour Macron. Parce que Macron est sorti des mêmes officines américaines de la CIA. C'est un homme des Américains. C'est un homme du mondialisme, c'est un monde de la loge, il n'y a qu'à se rappeler quand même qu'il a fait la cérémonie de victoire devant la pyramide du Louvre, Ah oui. symbole maçonnique sur la monarchie française, que, bon, on en parlera probablement tout à l'heure, qu'il est aux ordres des dictats juifs. Donc voilà le personnage. Donc c'est à la fois un personnage qui, à mon avis, est un faible, et je serais curieux de savoir, dans son couple, qui porte la culotte. L'impression qu'il me donne, pour répondre à votre question, c'est que c'est un faible qui gonfle le thorax et monte ses pectoraux. Ses biceps. Ça fait beaucoup. Il s'est marié avec sa... Il y a quelque chose de malsain dans le personnage. Bon, alors le problème c'est, on a un déséquilibré à la tête de la France. Bonjour les dégâts. On y vient. Quel est votre sentiment sur la stabilité psychique d'Emmanuel Macron en cas de conflit civil généralisé? Alors, il n'y a pas simplement civil, il y a mondial.
N'oubliez pas qu'il a le doigt sur le bouton, la bombe atomique française. Et la France semble Hein, s'intéresser. s'il veut jouer justement au grand chef de guerre, Matamor, comme il l'a fait avec tous ses déplacements, les sous-marins, les avions, les hélicoptères, les ceci, les cela, pour montrer ses petits biceps. Hein. Et qu'un jour, suite à une tension, par exemple, entre les États-Unis et la Russie, on est en plein dedans, il veuille jouer son petit rôle. Je sais pas, mais ce personnage est inquiétant. La- C'est un faible. Pour moi, c'est un faible qui joue au fort et au dur. Mhm. On va passer à la troisième question. Un nouveau texte voté par l'Assemblée nationale sur la proposition de la LICRA du 25 juillet dernier prévoit l'inéligibilité de toute personne soupçonnée de racisme, d'antisémitisme, de négationnisme, d'homophobie. Par contre, aucune sanction n'est prévue envers les auteurs d'agressions qui restent, quant à eux, bien éligibles. Sexuel. Agression sexuelle. Agression sexuelle. Agression sexuelle, évidemment. Mais évidemment, mais c'est à ça qu'on reconnaît la République. C'est ça. Ils ont leurs préférences. Ils ont leurs préférences. Non, mais c'est très intéressant. Bon, c'est intéressant et inquiétant, c'est évident. Mais c'est très intéressant parce que petit à petit, derrière l'écran d'hypocrisie que l'on voyait dans les différentes républiques qui se sont succédées, au fur et à mesure qu'ils s'installent en force dans la politique française, ils se découvrent de plus en plus. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Ou bien ce genre de décision est une preuve de force, ou bien c'est une un preuve aveu de de faiblesse. Voilà, c'est tout à fait logique. Parce que c'est tout de même curieux. Alors, quand on nous parle de la France, des droits de l'homme, ben, les droits de l'homme, on voit ce que c'est. Ça l'a d'ailleurs été dès le début. Dès la déclaration des droits de l'homme, ça a été ça, c'est une façade. Les droits de l'homme, c'est leur droit d'imposer leur politique. Leur politique. Avec l'œil au-dessus, évidemment. Alors, de même, désormais, par le décret numéro 2017-12030 du 3 août 2017, le gouvernement pourra punir d'amende et de séances de rééducation politique toute discussion privée jugée déviante dont il juge le contenu hostile ou non conforme à l'idéologie officielle. Ce décret, qui vient renforcer la loi Pelven et Guesso, instaure une peine complémentaire, un stage de citoyenneté. N'est-il pas le signe d'une certaine panique du système? On revient un petit peu à ce qu'on a dit précédemment. Oui. Exactement ça. Mais c'est tout de même incroyable, vraiment. On est en régime soviétique. Pire. On est en régime soviétique. Ça fait- Pire parce que c'est hypocrite. C'est encore hypocrite. Ça fait peut-être presque plutôt penser à un régime est-allemand, Oui. la Stasi ou des choses comme ça. Enfin, Mais ouais, le stage de citoyenneté, mais c'est du copier-coller du soviétisme. c'est des incroyable. méthodes. Des méthodes. C'est incroyable. Et alors, tous ces braves gens qui commencent à se rendre compte, mais ils ne comprennent que parce qu'on est en train de leur couper un petit peu leur retraite, etc. Ils ne comprennent que ça. Mais tout ça était sous-jacent dans le personnage Macron. Ils n'ont pas voulu tenir compte de nos avertissements. Le tiercé, Et alors, je pense, et c'est pas avec tendresse que je pense à eux, ceux qui ont cru bien faire en votant Marine Le Pen au premier tour, et qui ont fait arriver Macron, eh bien, ils sont doublement cocus. Ils sont cocus parce qu'ils ont Macron qui les liquide sur le plan financier. Ils sont cocus parce que Marine Le Pen s'est révélée ce qu'elle est, Oui, une traître à notre cause, comme son père. absolument. Doublement cocus. Alors on va continuer sur Emmanuel Macron, qui déclarait il y a quelques semaines, en commémorant la rafle du Veldiv, je cite, « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Quelles sont pour vous ces intentions réelles de ce nouveau texte? Les intentions réelles, c'est-à-dire, c'est empêcher de démontrer ce qu'il y a derrière toute cette politique. Et en fait, Macron, c'est ce que je disais au début, il est aux ordres et de la loge et des instances juives. Ce n'est plus une politique française, c'est une politique maçonnique et juive.
La presse, notamment le Parisien, ont signalé que Nicolas Sarkozy était le conseiller de plusieurs ministres d'En Marche. Qu'en pensez-vous? C'est logique. C'est logique. Quand je rappelais tout à l'heure justement que entre Macron et Sarkozy, c'est du copier-coller, puisqu'ils sont tous les deux des mêmes... Du même acabit. Du même, oui, non, et des mêmes officines américaines, CIA et compagnie. C'est le mondialisme judéo-maçonnique. Donc c'est logique. Donc c'est logique. C'est lui qui encadre. D'ailleurs, dans toute la campagne contre Fillon, qui a été à la manœuvre? Sarkozy. Et malheureux Fillon, et d'ailleurs ça me surprend d'ailleurs, parce que tout de même Fillon était un homme du sérail, il aurait dû tout de même mieux connaître le terrain. Le terrain. Et apparemment il a été comme un nouveau-né qui arrive dans la politique. Il a été naïf. Il n'a pas compris que Sarkozy était son ennemi juré. Il a cru qu'en réacceptant, on en a déjà parlé d'ailleurs, alors qu'ils étaient partis parce qu'ils croyaient, avec leur plan B, pouvoir écarter Fillon. Fillon, quand il a vu qu'après sa manifestation monstre au Trocadéro, quand ils ont vu qu'il avait tout de même marqué un point qu'il ne pouvait pas faire autrement, rappelez-vous ce que j'ai dit, je crois que c'était lors du dernier entretien, il aurait dû les mettre à la porte. Vous avez voulu partir, vous n'avez pas voulu de moi, et maintenant c'est moi qui veux pas d'eau. Et je répète ce que j'avais dit donc au mois de juin, il aurait peut-être perdu quelques voix, et encore je n'en sais rien. Comment ont-ils voté ces gens-là? Ont-ils voté Fillon? Je n'en suis pas convaincu. Non. Et par contre, au point de vue effet, sur ceux qui hésitaient à voter Fillon, ça aurait fait un effet monstre. Ça aurait montré que Fillon savait ce qu'il voulait. Et là, Fillon a donné l'impression de savoir, de vouloir ménager la chèvre et le chou. Et c'est jamais bon. Ça, il ne reste rien. C'est la réflexion que j'en ai encore eue hier. Voilà. Que pensez-vous de l'annonce du nombre de vaccins obligatoires qui passerait de 3 à 11? Les parents récalcitrants encourraient des peines de prison et des amendes de 3 750 €. Évidemment, avec tous les drames familiaux que ça peut en fait encourir derrière, des enfants, on peut imaginer finir à la DAS tout simplement parce que les parents ne veulent pas leur faire... Et là encore, on est en régime soviétique. Ce n'est plus le père et la mère qui gouvernent chez eux, qui décident ce qui est le mieux pour leur enfant, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Donc c'est l'État dictatorial qui décide à la place des familles. Vous envisagez... Pardon, oui. Excusez-moi une toute petite parenthèse. Oui. Est-ce que, parce qu'il y a des médecins qui pourraient en fait éventuellement prescrire des contre-indications contre ces fameux vaccins? C'est souhaitable. C'est souhaitable. En tout cas, on sait par toutes les études sérieuses qu'il y a eu que les supports de ces vaccins-là, il y a de l'aluminium, il y a du formaldéhyde dedans, je crois, sont potentiellement dangereux et peuvent déclencher des maladies auto-immunes. J'ai entendu dire dans un article, alors je ne sais pas si c'est vrai, 700 fois la dose en fait d'aluminium. Non, mais c'est invraisemblable. 700 fois. C'est absolument invraisemblable. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a des intérêts économiques, Big Pharma, premièrement, et puis... Des enjeux stratégiques. Et puis, est-ce que ce n'est pas une volonté aussi d'affaiblir la race? Ah oui, tout à fait. Si les gens tombent malades et ça donne des enfants, des ados qui ont des problèmes, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir bouleverser la situation. J'ai même une autre petite idée, moi, la troisième en fait serait aussi que nos nouveaux arrivants, c'est bien connu, il y a des rapports médicaux qui le stipulent, seraient fragiles à certains spectres bactériologiques, macrobiens, enfin je ne sais pas comment dire ça, et en fait ces 11 vaccins seraient nécessaires en fait pour... Oui, mais là, je crois que vous faites des illusions. C'est certainement pas dans la perspective, soit de les aider. Non, je ne pense pas. Non, normalement, on devrait laisser le choix. Mais imposer simplement les 3 vaccins qui, jusqu'à présent, étaient obligatoires, parce que ça concerne des maladies franchement dangereuses, alors que les autres, la rougeole, c'est pas fondamental. J'ai eu la rougeole, j'en suis pas mort.
Tout le monde a eu Pas la exagéré, varicelle, tout le monde a eu pas la varicelle exagéré. rouge. La protection totale, ça n'existe pas. Et puis, Ou alors, à force de protéger, ça fragilise. ça fragilise exactement, parce que Oui. ça démolit L'organisme. les défenses auto-immunes. Ben oui, bien sûr. Ça Ah crée non, des- mais c'est... Alors, je vous dis, bon, alors, quand je vois que la ministre de la Santé Ouais. sort de la bonne bourgeoisie juive, Ouf. hein, et que ce sont eux qui nous imposent encore une Ouais, fois un ouais, truc ouais. qui risque de nous fragiliser, je me dis, mais c'est curieux, on les trouve toujours là où il faut pas. Ah ben c'est pas la première fois qu'ils... Et c'est pas la première fois. Cette obsession de vouloir... C'est une obsession. Une obsession de vouloir fluorer le sol, Alors, le il y a sel... une question, tiens, à propos, j'y pense maintenant, ce serait intéressant de savoir quelle est la législation en Israël à ce sujet-là. Ah, ben on va questionner notre ami Ouais. Internet, hein, Ouais. Google, notre ami. Ce serait intéressant de savoir. Mhm. Si c'est bon pour nous, c'est pas bon pour eux. Ah, je ne sais pas, on devrait aller vérifier. Et ça si serait c'est pas bon croustillant. pour eux, pourquoi ce serait bon pour nous? Ouais. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est l'air d'être de la politique de la maison. Hein. Que pensez-vous de l'annonce... Ah non, excusez-moi, c'était la question précédente, pardon. Que pensez de la politique de Macron qui, pour rétablir les comptes qu'il a lui-même creusés, lorsqu'il a été ministre de l'économie sous François Hollande, fait porter à charge sa mauvaise politique sur les retraites? Et alors en plus de ça, il a fait de la basse démagogie en disant bah, c'est pas les retraités les plus à plaindre, il y a les jeunes. Vous avez entendu ça? Alors, Ah pardon, Oui. quand vous me demandiez tout à l'heure si vous aviez eu des nouvelles du front, oui, ce matin j'en ai eu une. Il y a une déclaration qui est faite par l'Express, apparemment véridique, puisque l'Express titre « Non, ce n'est pas du Gorafi ». Manuel Macron demanderait aux propriétaires de retirer les 5 euros de la caisse d'allocation familiale, demanderait aux propriétaires de porter cette réduction. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Bon, voilà, alors, je n'ai pas vu le texte. Voilà, bah, Ce sera pour le mois d'octobre. Alors, On verra. concernant les retraités, Alors, les retraités, donc il a fait la basse démagogie, culpabilisante pour les retraités, en disant mais c'est pas vous les plus à plaindre, il y a les jeunes. Ah oui, pourquoi les jeunes sont plus à plaindre? Pourquoi sont-ils dans cette situation? Et qu'est-ce qui dirige la France jusqu'à présent? Oui. Hein, depuis des décennies, dont Macron n'est que le successeur. Hein, alors, vouloir faire opposer les retraités aux jeunes, querelle des générations, c'est facile. oui, puis c'est socialement destructeur. Mais s'ils ne cherchent que ça, diviser pour régner. Jalouser entre eux, classe sociale, la lutte des classes déjà, ça commence déjà par là. Hein. La lutte entre générations, diviser pour régner. Non, non. Ah bah, je pense à tous les pompiers, Mais, postiers, alors, qui vont venir aller chercher leurs étrennes cette année. Oui, alors, Ouais. et alors, évidemment, il y a tout de même. Pourquoi est-ce que l'État, et en l'occurrence M. Macron, après M. Hollande, après M. Sarkozy, Chirac, ça n'était pas encore assez perceptible à ce niveau-là, gratte tout ce qu'ils peuvent des fonds de tiroir sur l'armée, sur la police, sur les Français en général. L'éducation, Bon, pas tellement. Ah non, l'éducation, Ah. c'est le seul budget qui n'a pas bougé. ah, d'accord. À ma connaissance, c'est le seul budget qui est. Voyons. C'est surprenant Le parce mammouth que est tenu par qui? on n'entend que Hein, de mauvaises le nouvelles. mammouth, bon. Et cet argent, ils en ont besoin. Pourquoi? Pour les Français? Mais non. Pour l'armée? Mais non. Pour la police? Mais non. Alors pour qui? Bah, c'est pour, Pour l'immigration. ouais, ouais, ouais. Hein? Alors qu'on a plein de SDF qui crèvent l'hiver parce qu'ils n'ont pas d'endroit décent. Ah. Décent. J'ai une information à ce sujet, d'ailleurs, vous l'avez vu cette information. Peut-être. C'est le nombre de décès Oui. de gens en fait constatés dans la rue, hein, c'est-à-dire Ouais, en fait ouais, des ouais. sans domicile fixe. Le nombre de décès dans les rues en 2016, il est assez surprenant. C'est entre 2900 personnes et 3000 personnes. Encore plus fort. Est-ce que vous pouvez me dire comme ça la moyenne d'âge des décès de ces personnes qui sont décédées dans la rue? Mais quand je vois, j'en vois, moi, par exemple, quand je traverse la Seine entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz pour venir jusqu'ici, mais j'en vois des malheureux, et notamment en hiver, évidemment, pas en cette saison. Mais en hiver, mais ce ne sont pas des vieillards. Ce ne sont pas des vieillards. Alors j'en profite pour donner l'information. La moyenne d'âge des décès dans la rue, c'est 48 ans. Mais
Ça colle tout à fait avec ce que j'observe. Donc, ce qui est dans toutes ces soi-disant économies, alors évidemment, obéir aux normes de Bruxelles, évidemment, mais quand on voit que les pouvoirs publics sont plus préoccupés d'installer les migrants qui arrivent par bateau entier que de s'occuper de loger les Français sans abri, c'est la préférence étrangère. Ah mais là, il faut même ajouter enfin, je veux dire à leur charge que la maire de Paris, Hidalgo, c'est une politique meurtrière. Non, mais tout meurtrière. Il y a un livre qui est sorti, d'ailleurs, le titre est assez intéressant. Notre drame de Paris. Ah oui, oui. Vous avez vu J'ai pas vu. J'ai pas le livre. Bon, il y a tellement de choses à lire, mais je trouvais que le titre décrivait tellement bien ce qu'est cette personne que c'est un drame. C'est une acharnée à la destruction. Ah, c'est une acharnée à la destruction. Et d'ailleurs, moi j'ai dans la petite idée, parce que vous voyez, je suivais un petit peu l'actualité politique concernant en fait ce qui se profile, c'est-à-dire les élections municipales à Paris. Ils sont en train de créer une bérésina telle que cette femme est en train d'organiser sa réélection à la mairie de Paris. Et bien entendu. Pourquoi veulent-ils aussi l'immigration? Bah oui. C'est pas simplement la politique de... Oui, c'est la politique de substitution. Absolument. Mais ça, de substitution d'électorat. Substitution d'électorat. Et ils sont donc ils comptent se maintenir au pouvoir avec tous les nouveaux arrivants que l'on va naturaliser. Bien sûr, ils sont prêts à ça. En fait, ils sont aujourd'hui prêts, pas du remplacement selon moi. Ils sont prêts à faire un massacre, véritablement. Moi, je vous assure. Armez-vous. De patience et de tout, quoi. Armez-vous. Alors, ma propre et transparence ont été les slogans d'Emmanuel Macron pendant les présidentielles. Or, les affaires ne cessent de sortir dans son proche entourage, de Richard Ferrand à l'affaire des ministres Lecornu et Damarnin, épinglés sur leur voyage en Corse. D'après Mediapart, il loge dans la villa qui appartient à une compagne d'un ex-trafiquant de drogue, ce qui en dit long sur les relations des membres du gouvernement avec la pègre. Vous avez quelque chose peut-être à ajouter avec ces informations? Non, mais c'est particulièrement descriptif. Ça, avec les... c'est descriptif. Alors, par contre, je trouve que, il n'y a pas que ces deux cas. J'attends que Mediapart, j'attends que le cas enchaîné se penche un petit peu sur le cas Macron. Parce que les déclarations de fortune de M. Macron me semblent très curieuses. Marianne s'en occupe un petit peu, là. Mais... Oui, mais ça ne pas aller très loin. Alors, ce qu'on vérifie aujourd'hui, c'est que, visiblement, il y a un mot d'ordre sur les médias pour... Silence. Il verrouille. Ouais. Il verrouille. Alors, à propos de l'affaire des deux députés, là, tiens, ils passent leurs vacances ensemble. Ouais. Ils ne seraient pas un petit peu gays sur les bords? Non, ou alors on peut en fait imaginer encore des choses encore pires, puisque en fait on ne met plus à sa preuve avec ces gens-là. C'est-à-dire des exactions sur des jeunes, etc. Ah bah tout est possible, c'est évident. Il faudrait savoir évidemment en quelle compagnie ils sont. Ouais. Alors, que déduire de l'annonce faite le 8 août par le Premier ministre, par le ministère de l'Intérieur, d'un appel d'offres pour la commande de grenades de maintien de l'ordre pour un montant de 22 millions d'euros. 22 millions d'euros. Je crois justement que c'est très descriptif. Et ça confirme un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure au début. C'est que, apparemment, ils doivent tout de même être au courant des grandes forces qui sont en train de se former dans le pays. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors, il y a une chose que je surveille du coin de l'œil, ce sont les réactions des syndicats. Je les trouve bien calmes en ce moment. Oui. Or, il y a une chose qu'il faut savoir. Et je voudrais rappeler une partie du texte de la lettre de Baruch Lévy
à Karl Marx, dans lequel il disait nous, peuple juif, etc., nous allons mettre la main sur toutes les fortunes du monde, des nations, tatati tatata. Et parlant des syndicats, il disait par nos agents au sein des syndicats, on fera faire ce que l'on veut. Donc les syndicats sont aussi tenus par la maçonnerie, comme la magistrature, comme l'armée, comme la comme tous les grands corps. Moi, je sais que de nombreux cadres en fait, du Parti communiste et de la CFDT, de la FO, etc., Ouais. Se revendiquent comme des maçons. Hein. Oui, mais tout ça dit. Alors, Ouais. vous savez d'où ça vient, ça? Ça a commencé avec Robert Hue. Ah tiens donc. Parce que, avant Robert Hue, il y avait interdiction de double Appartenance appartenance au Parti communiste. et à la maçonnerie. C'est- D'ailleurs, j'en parle dans mon livre La maçonnerie, il y a un chapitre là-dessus. Et j'avoue que j'ai aimé traiter le sujet parce que ça montre bien qu'un pouvoir fort comme l'était le communisme avait parfaitement compris le danger de la maçonnerie Maçonnerie. comme l'État dans l'État. Ouais. Donc voilà, alors ne vous étonnez pas, si les syndicats ne bougent pas, malgré toutes les mesures antisociales de Macron, c'est parce qu'ils sont tenus par la maçonnerie. Et que Macron étant franc-maçon, vous ne touchez pas notre pote. Ah oui, c'est ça. Ouais, Vous ne touchez pas notre pote. Avéré, hein. Franc-maçon avéré, complètement. Vous avez à de nombreuses reprises dans la politique ou lors d'entretiens ou de conférences mis en garde envers le journaliste Bruno Roger Petit. Ouais. Sa récente nomination par Emmanuel Macron comme grand communicant de l'Élysée vous donne une nouvelle fois raison. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a alerté à son sujet? Effectivement. Bon, je vais essayer de... Alors, il y avait deux choses qui m'avaient interpellé. D'une part, c'était un de ces articles dans la revue économique Challenge, dans lequel, c'était du temps de la campagne électorale de François Fillon, il disait en fait, François Fillon et son état-major, c'est comme un défilé. Les troupes de François Fillon, c'est la manif pour tous, et son état-major, c'est comme un défilé de Pentecôte. Tout est dit. Sympa. Et puis j'avais entendu sur Radio Classique, qui, vous devez le savoir, est une radio juive, il suffit de voir le nombre d'interprètes juifs qui sont, comme s'il n'y avait pas de goy, bons violonistes, bons pianistes, bons chefs d'orchestre, etc. C'est tous des juifs. Que ça. Si c'est, il faut savoir que c'est un des frères Servan Schreiber qui avait créé cette loi. Alors ceci dit, ils sont malins. Ah oui, La musique qu'ils donnent, c'est très agréable. Oui. Mais alors, on voit très bien par les commentaires que c'est très orienté. Bon, alors, pour en revenir, donc, ils avaient donné la parole, j'avais entendu cette émission sur Radio Classique de ce Roger Petit. Et alors là, ils s'indignaient justement de ce que Fillon, et c'est ce qui nous avait plu à nous, chez Fillon, de ce que Fillon, en fait, passait son temps à rappeler les racines politiques et religieuses de la France, Clovis, Jeanne d'Arc, etc. Et visiblement, ça a indisposé le Roger Petit en question, disant que cette politique identitaire était débile. Oui. Qu'est-ce qu'il avait rajouté encore? Mais là, vous êtes presque en deçà des mots qu'il avait prononcés. Hein. Il avait été beaucoup plus loin que ça. Hein. Il avait parlé de... Ah oui, mais attendez, que je me rappelle justement. Ouais. Elle avait dit, comme si la chrétienté, tout avait été beau et pacifique, etc., que c'était le bonheur partout, alors que le christianisme a passé son temps à exterminer tout le monde. Et que grâce à la Révolution et aux Lumières, tout ça s'est terminé. Ah oui? Terminé? La terreur, ça n'a pas existé. L'épuration, ça n'a pas existé. Et puis les guerres coloniales. Ouais. Bon, et alors, je regrette beaucoup. Mais tout de même, du temps des monarchies très chrétiennes, non seulement en France mais en Europe, à part leur petite guéguerre, les peuples ne vivaient pas si mal que ça. Et puis la plupart du temps, c'était des comptoirs, c'était pas des pays complètement colonisés. Ben évidemment. Quant à la colonisation, là aussi, il faudrait peut-être redresser les bretelles de M. Macron, parce que quand on voit comment les pays dits libérés du colonialisme vivent aujourd'hui,
Je voudrais rappeler le mot de Haït Ahmed, disant du temps de la France, c'était le paradis. Oui, c'est Hein, il ça. faudrait que certains immigrés se souviennent de ça. Oula. Sinon, ils auront un coup de pied au cul. Mais bien sûr. On se souvient, bah oui, la Troisième République a été suffisamment... Mais alors, ce qui est très curieux, et ça je l'ai déjà évoqué, c'est que la Troisième République, quand elle a poussé à la colonisation, c'était pas du tout dans le sens du développement. de notre grandeur. Non. C'était pas ça du tout. C'était parce que du fait de tous les scandales de la Troisième République, maçonnique, Oui. toute la jeunesse, tout de même, qui était très à droite à l'époque, c'était la grande époque de l'Action française, Oui. ils lui auront donné un débouché aux énergies qui auraient pu se retourner contre elle. D'accord, oui. En fait, d'une pierre deux coups. On se débarrasse des... Et puis aussi, ça pouvait rapporter. En plus. D'une pierre deux coups. Rapporter. Voilà. Parce que je défends en partie le colonialisme, mais il y a des aspects qui n'ont pas été très plaisants non plus. Mhm. Donc il faut essayer de garder l'église au milieu du village. Alors, on va passer en fait à une partie un petit peu plus rigolote, voire comique. Venons-en au milieu de la droite dite nationale, ou Ah. dite dissidence, en quelques questions. Ça n'a pas l'air de vous faire rire tant que ça. Non, ça ne me fait pas rire, non, parce que c'est pathétique, et parce que ces gens-là ne font pas le travail qu'ils devraient faire, c'est tout. Ils font plutôt un travail destructeur en fin de compte que de... C'est un travail, oui, destructeur, démobilisateur. démobilisateur. Démobilisateur, parce qu'ils ne tapent pas là où ils devraient taper. C'est très curieux d'ailleurs, justement. Quelle est la part de bêtise et quelle est la part de verrouillage chez eux. On a bien compris. Alors, on va par la première question. Que pensez-vous de la thèse d'Hervé Ryssen sur l'islam et Occident, choc des civilisations? Alors, j'ai vu passer l'information, mais je vous dirais, je n'ai pas, j'ai pas vu ce qu'il avait dit, je n'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi. Je l'ai vu passer dans mon... Mais je n'aime pas le titre déjà, parce que le titre déjà semble affirmer le choc. Or, ce choc n'est pas du tout évident. Il est voulu. Il est voulu, pourquoi? Parce qu'Israël sait très bien que s'il n'arrive pas à lancer l'Occident contre l'Orient, ils vont disparaître. Enfin, il va disparaître, Israël. Donc, il voudrait nous faire entretuer. Rappelez-vous l'image que j'ai sortie à 2 ou 3 reprises lors de conférences, l'histoire des 3 coqs. Oui. Vous vous rappelez? Le grand coq et un petit coq. Ah, mais c'est une histoire qui a été racontée par Jacques Attali, ça d'ailleurs, il me semble. Je ne sais pas si c'est Jacques Attali, mais en tout cas, il s'en félicité. S'en féliciter. Alors, c'était quoi cette histoire-là? Je répète, j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, il y a un concours de coqs. Donc, il y a 3 concurrents qui se présentent. Les plus forts. 2 avec de très beaux coqs. Les plus forts, les plus bien beaux. armés, etc. Puis un autre, un petit coquelet, maigrichon, mine de rien, etc. Alors, l'organisateur s'étonne et dit, bon, celui-là n'est pas l'outsider. Je ne vois pas très bien quelles pourraient être vos chances, etc. Et le maître du petit coq lui dit, écoutez, que le combat commence, et puis on va voir. Le combat commence, et les 2 grands coqs s'affrontent, se déchirent, coup de bec, coup de griffe, etc. Puis au bout de quelques minutes, tous les 2. Le petit coq. Et puis le petit coq sort du coin où il était. Vainqueur. Il vient les regarder. C'est moi qui ai gagné. Ben voilà. C'est qu'il y a une droite. Donc, le soi-disant choc des civilisations, c'est ça qui est voulu. Et quand je vois ces bandes de crétins, ou pire, d'acheter, de non-milieu, qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas dire ce qu'il y a derrière cette formule, si nous n'avançons pas suffisamment vite pour renverser, ce sont eux qui seront les principaux responsables. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos soi-disant alliés. Et ça, je le dis à tous ces groupements dits de la droite nationale. Tous! Ah, mais j'espère qu'ils vont vous entendre. Tous! J'espère qu'ils vont vous écouter. Synthèse nationale, Parti de la France.
Ah oui, et puis Front National. Et puis tous les petits Front groupes. National. Oui, Front National, bien sûr. Tous. Ah oui, tous. Et puis ils sont, enfin, et puis une flopée de petites structures, microstructures, qui, hein, on va y revenir. Et je suis toujours étonné de voir comment tout ce petit monde-là se présente à des élections, d'où vient l'argent. Pour certains, on sait d'où il vient des militants. Hein. Oui, pour le Front National, c'est incontestable. La famille Le Pen sait faire. Alors, justement, on va rester sur le sujet. Thibaut de Chassey a organisé dernièrement une réunion sur la maçonnerie avec d'anciens vénérables et grands maîtres qui seraient sortis de la maçonnerie. Que cela vous inspire? Alors, première chose, en soi, c'est une bonne chose. Je regrette simplement que M. de Chassey ait organisé ça le même jour que notre réunion du mois de juin. Curieux, parce qu'elle était annoncée depuis longtemps. Bon, admettons. Notamment, il y avait une mention dans l'annonce de cette conférence disant que ce serait moins cher qu'ailleurs, ce qui nous visait quand même un petit peu. Ah oui. Et dans une très belle salle qui était climatisée. Je ne peux pas dire que la nôtre l'était. Rappelez-vous de la chaleur qu'il faisait. Ah, oui. Donc, je répète, en soi, c'est une bonne chose. Mais je vais revenir tout de même sur l'historique des rapports entre Thibaut de Chassey et moi. Alors, il y a environ 7-8 ans au moins, il était à l'époque le responsable du Front National de la Jeunesse du Front National. Et il m'avait invité à plusieurs reprises, on s'entendait très bien, pas de problème apparemment. Vous n'y étiez plus depuis longtemps, vous, au Front National. Vous n'y étiez plus. Oui, depuis longtemps, j'ai quitté en 93, j'ai claqué la porte en 93. Et puis bon, il a suivi sa route, moi j'ai continué à développer nos structures, comme vous le savez. Il a commencé une publication qui s'appelle L'Héritage, où il y avait des choses très bien, rien à dire. Et puis un jour, je tombe sur un entretien avec Bruno Gollnisch. Et à ma grande surprise, je vois que Gollnisch soutient la thèse que la trilatérale, ce n'est pas maçonnique. Ah bon? Tout de même curieux de la part d'un homme politique qui doit tout de même avoir une certaine formation, comme Gollnisch. Et une expérience. Et de l'expérience. Or, quels étaient les deux fondateurs de la trilatérale? Zbigniew Brzezinski et... Vous allez nous dire. C'est pas Bruno Gollnisch en tout cas. Non, c'est pas Bruno Gollnisch. Non. Je donne ma langue au chat. Grand conseiller de tous les présidents de la République américaine. Ça sent le tablier, ça. Ça sent Je demande aux interlocuteurs de répondre à la question. On peut leur poser éventuellement la question, ça fera un concours. Je voudrais voir, parce qu'il est archi connu tout de même. On va voir ça, hein. On relèvera les filets quand tout le monde aura recouvert sa mémoire. Voilà. Bon. Alors, encore plus drôle, hein. Daniel Conversano, que vous avez épinglé ironiquement. Non, mais attendez, je n'ai pas terminé là-dessus. Ah bon? Je n'ai pas terminé là-dessus. Donc, dans la politique, dans notre domaine d'information, la politique, j'ai un petit écho, je ne sais même pas si c'est moi qui l'avais écrit ou l'un de mes collaborateurs, qui s'étonne, purement et simplement. On n'invective pas Thibaut de Chassey, on dit tiens, c'est curieux tout de même de voir publier ça dans une revue qui se dit nationaliste. Trilatéral, pas maçonnique, même curieux. En plus, ça n'a pas énormément d'intérêt. Et à partir de là, les rapports se sont distancés, plutôt refroidis. Bon. À l'occasion, j'ai aussi constaté que lors d'un entretien dans les Varolles, qui n'est pas une référence d'ailleurs, il avait dit que oui, il faut combattre la maçonnerie, mais qu'il ne fallait pas être obsédé non plus par son rôle. Et là,
encore une fois, je m'étais permis, moi ou l'un de mes collaborateurs, de m'étonner de cette réserve. Parce que tout de même, quand on connaît tant soit peu la politique française et internationale, si on estime que le rôle de la maçonnerie est quelque peu secondaire, c'est une curieuse vision des choses. Alors dernièrement, je pense que Thibaut de Chassé aura communication de notre entretien d'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis ça. Je ne tiens pas à jeter l'huile sur le feu, je tiens simplement à mettre les points sur les i, c'est tout. Ouais. Dernièrement, l'un de mes jeunes collaborateurs et futur historien me signale qu'étant venu à Paris, il était allé voir la librairie de Thibaut de Chassé. Il discutait. Il me dit que c'était très curieux parce qu'il y a eu deux phases dans mon entretien avec lui. Première phase où il était vraiment, je le sentais très crispé et hostile envers vous. Et puis progressivement, alors ils avaient parlé un petit peu de tout, ils avaient parlé d'Henri de Lesquen. Et apparemment, me dit mon jeune collaborateur, Henri de Lesquen, Thibaut de Chassé ne savait pas qu'Henri de Lesquen était l'auteur de la fameuse phrase que la nation française était née avec la déclaration des droits de l'homme. Bien oui, vous êtes sûr de ça, a répondu Thibaut de Chassé. Mon collaborateur lui dit, mais écoutez, quand je rentre chez moi, je vous envoie la citation. Les sources. Facsimilé. Mais il l'avait fait au banquet de Rivarol, alors on ne peut pas plus. Non, la déclaration de Lesquen, c'était pas au banquet de Rivarol, c'était bien antérieur, c'était dans la lettre d'information du club de l'horloge numéro 40. Je connais le truc par cœur. Vous allez peut-être me trouver insistant, mais il s'était fait siffler au banquet de Rivarol pour avoir répété. Vous savez que même si on ne m'aime pas beaucoup dans ces milieux, ils savent tout de même très bien ce que je dis. Et ils retiennent tout de même certaines choses. Bon. Et puis, progressivement, poursuit mon jeune collaborateur, c'est assez récent, ça date de 3 semaines environ, il me dit, mais je sens Thibaut de Chassé hésitant, puis il me dit, mais je vendrais bien ses livres à Plon-Cardassac. Ah bon, bon. Et puis là-dessus, alors, est tombé le commentaire que j'ai fait suite à sa réunion sur la maçonnerie au mois de juin, ça ne lui a pas plu. Mais je répète ce que j'ai dit. Quel besoin avait-il de faire ça à la même date que notre réunion? Qu'est-ce qu'il pensait si moi, je regardais son calendrier et je m'amusais à mettre une de nos conférences à la même date que lui? On essaye de ne pas se gêner, puisque on peut en gros avoir le même public. Bon, donc je tenais à mettre les points sur les i. Tout à fait. On va poursuivre avec nos amis dissidents, si je puis dire, hein, entre guillemets. Amis entre guillemets. Oui, non, mais enfin, c'est nos amis tant qu'on... Pardon. Je m'égare. Alors, Daniel Conversano, que vous avez épinglé ironiquement à plusieurs reprises, s'est attaqué à Pierre Hilard pour avoir osé dire qu'il ne partageait pas ses analyses avec Adrien Abosit sur le sujet de la responsabilité importante des Juifs lors de la Révolution française, ainsi que pour la Première et Deuxième Guerre mondiale. Avez-vous un commentaire? Et on peut rajouter aussi qu'il était question aussi de l'influence juive sur l'évolution de l'Église avec l'aboutissement de Vatican II. Bon. En plus. Alors bon, d'ailleurs j'ai répondu d'ailleurs sur Facebook à ce sujet-là. Et pour une fois, j'ai félicité Hilard parce que le texte de Hilard était très bon. Sa réponse de Hilard à Conversano sur Abosit était très bien. Rien à redire. Et comme je l'ai dit, nettement mieux inspiré sur Abosit et Conversano que quand il parle de Poutine. Ouais. Bon. Donc, voilà, Abosit, Conversano, c'est quoi? Ce sont des gens, soi-disant de nos milieux, qui essayent de nous persuader que l'allié, c'est Israël et les Juifs. Il y a un petit problème quand même. C'est pas les premiers. Hein. Bien sûr que ce ne sont pas les premiers, ce ne sont pas les derniers. Ben, il y a de grands ancêtres, si on peut se dire. Il y a notre vieil ami Bernard Anthony. Bernard Anthony. Celui-là, c'est un beau cas aussi. Hein, soi-disant hyper catho, mais qui fait la politique de sioniste. Sioniste, oui, tout à fait. Sioniste. Et puis Jean Sévilla aussi. Et puis en fait... Sévilla, qui signe ses livres à la fête du livre du Bnei Brit. Quand même. Oui, puis ce sont des gens qui mettent quand même la main au panier, enfin je veux dire, assez allègrement, puisqu'en fait là, il vit, je sais pas où on espère cette personne, mais la griffe doit lui rapporter quand même
sacré pognon quand même, parce qu'il fait procès sur procès, et puis demande des... En fait, d'où vient l'argent, d'où vient l'argent, encore une fois. D'où vient une fois. Alors justement, ça lui permet de se présenter comme grand catholique. Mais il ne fait jamais de procès à un rabbin qui crachote sur le Christ et tout. Ah oui. Jamais. Non, Jamais, c'est curieux. Alors, dans le numéro de la politique de juillet d'août, très remarqué, votre collaboratrice Laurence fait une analyse très sévère sur 3 individus de la nôtre mouvance. Yvan Benedetti, Henri de Lesquen et le moins connu, Johan Livernette. Alors là, j'avoue, alors c'est très amusant cette histoire-là, c'est que bon, il est évident que chez nous, on a l'œil rivé tout de même sur un certain nombre d'individus qu'on considère comme dangereux pour notre cause, dont les Benedetti, Henri de Lesquen et compagnie. Et il y a eu différents événements qui se sont présentés ces derniers temps et qui m'ont fait décider qu'il fallait faire un article là-dessus. Alors, bon, il y avait le choix, tout le monde était partant pour faire l'article, et finalement, c'est Laurence qui l'a emporté, parce qu'elle a réagi très violemment à l'histoire qui était arrivée à une militante du Parti nationaliste français. Alors, je raconte la chose brièvement. Il y a eu une réunion du PNF, Parti nationaliste français. Cette militante qu'on connaît sous le nom de Estelle, fidèle militante, généreuse militante. Ah oui, ça, généreuse. Enfin bon. Ouais. Participe. Henri Benedetti, qui n'était pas prévu, qui la voyant, elle ne peut pas le voir en peinture parce qu'elle le considère comme le responsable, à juste titre d'ailleurs, de l'interdiction de l'œuvre française, dont le PNF n'est qu'une ressucée. Bon, enfin, c'est peut-être un petit peu l'héritage de Pierre Sidos, ça, quand même. Hein. Bah, bien entendu, bah, c'est Sidos qui a dessiné Benedetti. Sidos, c'est le premier responsable, c'est évident. Il voit donc cette brave Estelle, et respectable Estelle, il va vers elle, il lui arrache ses lunettes de soleil, lui envoie une carafe d'eau à la figure, oui, et elle reste impassible. Il va chercher une bouteille de vin, il lui verse le vin sur la figure. Ah oui, ça c'est... Alors, notre brave Laurence, quand elle a appris la chose, il dit « Ouh, moi je vais me charger de ça ». Donc elle a fait un article dans lequel on a englobé les 3 cas, je crois que ça s'appelait Belle manière, un truc comme ça. Le cas de... Oui, belle manière, ouais. Et puis ensuite on est passé au cas Lesquen, qui venait de se faire virer de Radio Courtoisie, mais oui. Suite à toutes ces provocations. Vous lancer un petit... Et on en a profité, enfin, là on a profité pour rappeler justement Lesquen et ces belles déclarations, dont la fameuse déclaration « La nation française est née avec la déclaration des droits de l'homme de 1789 ». Bon. Puis alors, le troisième, qui est un petit peu atypique et en dehors des 2 premiers, c'est un garçon que j'ai connu, qui est de Toulon d'ailleurs, que j'ai connu, qui il y a 4-5 ans m'avait invité à venir faire des entretiens chez lui. Bon, ancien militant communiste du journal La Marseillaise de Marseille, comme le nom l'indique, mais apparemment il a viré sa cutie. Bon. Et il s'était même proposé à vendre mes livres, ce qui lui permettait de se faire quelques sous en plus, puisque, évidemment, on lui faisait une histoire. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il se servait de mes textes, sans en donner l'origine. Ce qui, normalement, pénalement, est punissable. C'est ce qu'on appelle un plagiat. Bon, il n'a pas été le premier, et il ne sera sans doute pas le dernier, mais j'avoue que je n'aime pas ce genre de sport. Je lui ai dit, et je lui ai dit, bon, à partir de maintenant, vu votre comportement, je n'allais plus vendre mes livres. Terminé. Je n'ai pas besoin de vous pour ça. Bon, apparemment, il n'a évidemment pas aimé. Et alors, ce qui est intéressant, on peut dire, avec ce genre de personnage, c'est que ça se donne de grands airs, là encore, de grands catholiques. C'est des vacantistes. Alors, pour la petite histoire, et c'est pas ça le principal, c'est pas ça que je lui reproche, il est en concubinage avec une maghrébine dont il a 2 ou 3 enfants. C'est son problème, c'est son problème. L'histoire de cœur. Mais on ne peut pas à la fois
avoir ce genre de rapport D'attitude, oui. et se dire grand catholique, qui plus est, c'est des vacantistes. Ça- Peut pas. bah, ça- Et alors, en plus de ça, si on mélange ces deux informations avec son comportement vis-à-vis de moi, au point de vue honnêteté d'un catholique, ça fait tout de même un peu curieux. Ça fait tâche, Voilà. en effet. Donc voilà tout ce qu'on a rappelé dans cet article de Laurence. Je dois revendiquer que j'ai donné aussi quelques coups de patte avec la documentation que j'avais et les souvenirs que j'avais, disant que c'est un article qui a été fait en collaboration. Mais elle a tenu à le signer à cause du comportement de Benedetti vis-à-vis de cette militante du Parti nationaliste français. Alors, un autre sujet d'actualité, enfin, nous concernant, la page Wikipédia, qui vous était largement consacrée, a été supprimée sous prétexte de notoriété insuffisante, suite à une plainte ou une réclamation, alors qu'elle existait depuis des années. Ne serait-ce pas de la pure mauvaise foi? Je vais poursuivre. C'est escamoté de vos nombreuses publications dans les revues Neurochirurgie française, anglaise et américaine, un livre sur les techniques de la microchirurgie et de nombreux ouvrages politiques de référence qui poursuivent l'œuvre d'assainissement politique de votre père. Connaissez-vous la raison de cette brusque censure? Alors on en a parlé au téléphone l'autre jour et justement j'ai voulu me revoir la chose. Et donc j'ai tapé Wikipédia, mon nom, et je suis tombé sur cette notice. Proposée par NAM le 10 février 2017 à 23h21. Alors, Ouais. guillemets, n'a pas du tout la notoriété de son père, auteur conspirationniste, Ah ben bien sûr. auquel se sont, semble-t-il, peu, voire pas du tout intéressés politologues, historiens Et ou journalistes. Ah mais c'est admirable parce que c'est signé ça. Conspirationniste. Alors tout de même, ce qu'il faut rappeler, parce que j'ai encore gardé le facsimilé de la page qui m'était attribuée. Mais on mettra... Elle était énorme. Et on va mettre... Elle était énorme. Elle était- Alors, il y avait des erreurs, incontestablement, je vais vous laisser traîner parce que je m'en fiche à la limite. Mais c'était pas méchant. Je ne pense pas, non, même les erreurs, c'était pas nécessairement méchant. Mais elle était très importante. Bon, il n'y avait pas toute l'énumération de mes publications, notamment médicales, parce que visiblement, là où les personnes qui avaient créé la notice ne le savaient pas, je tiens à la disposition la liste de toutes mes publications et médicales et autres. Ben, on pourrait peut-être faire un appel à nos lecteurs, si je puis dire. De réclamer auprès de Wikipédia. C'est certain de... Ah oui, de réclamer auprès de Wikipédia. Pourquoi ça a été supprimé? Voilà, moi je vais mettre le lien en bas dans la vidéo. Là, on va faire passer en fait la miniature de l'article. Mais je trouve ça très positif, parce que ça montre justement que l'exposé de ma carrière à la fois professionnelle et post-professionnelle politique dérange. C'est positif. Donc, s'ils veulent évacuer la possibilité pour des personnes qui chercheraient à se renseigner sur ce que je fais ou ce que j'ai fait, c'est très démonstratif. Donc, merci, mais il ne faut pas en rester là. Il faut réimposer la page. Et ça, je compte sur les internautes et de mettre la pression. Absolument, on y reviendra. On passe à l'actualité à l'étranger. Moscou et Pékin, avec les pays du BRICS, veulent abandonner le dollar dans leurs échanges commerciaux. Est-ce une réponse aux sanctions répétitives voulues par les États-Unis? Certainement. Évidemment. Évidemment. Que ce soit Poutine ou les Chinois ne sont pas des petits enfants. Les Américains ont pris l'habitude de pouvoir gouverner tout le monde, mais ils sont tombés tout d'abord sur un os avec Poutine. Quoi qu'en disent certains. Poutine, c'est très simple. Rappelez-vous ma conférence sur lui. Il doit y avoir 1 an et demi maintenant. Oui, une bonne année, oui. Qui a fait d'ailleurs
un nombre de visionnages invraisemblable. On est à 107 000 vues. C'est un homme issu du sérail communiste qui voit l'effondrement du système communiste, mais surtout de la grandeur russe. Du peuple russe. Du peuple russe, au travers de ce système qui était pourtant mauvais, mais qui représentait une force. Et donc, en fait, lui, enfant, jeune adolescent, était fier. Il rentre dans le système, devient tout de même un des apparatchiks importants du KGB, et voit, en plein début de maturité, de son âge adulte, l'effondrement de l'Union soviétique. Et il comprend très bien qui il y a derrière. Parce que l'effondrement de l'Union soviétique, ce n'est pas Jean-Paul II. Ce n'est pas Jean-Paul II. C'est simplement parce que l'Amérique sioniste, la haute finance, considérant que le travail de destruction fait par le communisme était bon, oui, mais qu'il y avait peut-être des intérêts maintenant plus intéressants à privilégier, c'est-à-dire s'ouvrir de nouveaux marchés à l'Est. C'est ça qui explique, c'est ça la véritable cause de la chute de l'Union soviétique. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé l'arrivée au pouvoir d'un certain Elstine, qui était l'homme du système américano-sioniste, dans lequel a macéré, si on peut dire, Poutine. Il a vu là aussi les abandons de tout. Les manquements. Les manquements, les abandons, le pillage. Le pillage de tout ce que l'Union soviétique avait pu construire sur le plan industriel et économique. Parce qu'il y a en fait un souci sur la guerre du Kosovo. Oui, alors, j'allais en parler justement. Ouais. Et alors que fait-il? Il reste dans le système. Il monte les échelons. Impassible. Il ne laisse pas comprendre ce qu'il pense. Il monte, il monte, il monte. Et puis arrivé en haut. Conseiller, Premier ministre, président de la Fédération de Russie. Et à ce moment-là, on comprend qui il est. D'où la réflexion je l'ai cité d'ailleurs à plusieurs reprises, et dans la politique et je crois dans des conférences, d'où la réflexion de je ne sais plus qui, mais un auteur anglo-saxon, disant « Poutine nous a trahis ». Mais non, il ne les a pas trahis. Non, il les a pas trahis. Il croyait qu'il faisait partie du système Elstine. Qu'il allait défendre des intérêts en fait atlantistes. Exactement, c'est ça que Hillard n'a pas compris. Et ne veut toujours pas comprendre, c'est ça que je ne comprends pas. Bah pour ajouter toute petite pensée de celle là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu l'article que je vous ai envoyé en fait il y a 2 semaines de cela. Il a racheté la dette auprès de Rothschild. Tout à fait. 123 millions de dollars. Mais c'est pas dans le dernier numéro de la politique? Ah, je suis pas. Bien c'est dans le prochain. Bien c'est dans le prochain. Attendez. Ça doit être dans le prochain. C'est dans le prochain parce que c'est une décision qui a été prise assez récemment. Hein. C'est oui, il y a moins de 2 semaines. C'est très intéressant ça. Alors justement, ceux qui disent que Poutine est juif, Poutine est l'homme des juifs, etc., il ne faut pas rigoler. Surtout quand on voit comment il manœuvre en Syrie. Et puis là, les Israéliens sont fous. Ils sont fous furieux. Je ne sais pas si vous avez vu que Netanyahou était allé tout dernièrement, il y a à peine une semaine à Moscou, la énième fois, avec tout son état-major du Mossad et compagnie, le ministère de la Défense et autres, pour essayer de faire peur à Poutine que... Poutine les a écoutés, il a répondu ni oui ni non, ils sont repartis la queue entre les jambes, si j'ose dire. Et le résultat des courses, c'est quoi? L'annonce faite par la Russie, comme quoi dorénavant, le survol du ciel syrien était interdit aux avions américains et israéliens sous peine d'être descendus. Et il vient d'envoyer 4 avions qui seront perpétuellement en vol, capables par leur système de détection de percevoir tout départ de missiles ou de départ de raid aérien. Alors si c'est ça un ami des Juifs?
Il faudrait peut-être revoir la copie. Donc il est certain, pour en revenir donc à votre question, que Poutine, toujours dans sa stratégie, parce qu'il n'aime pas les Américains, c'est évident, et ce qu'il y a surtout derrière les Américains, il fait tout pour faire tomber la puissance américaine. À la fois par le plan économique, puisqu'avec la Chine, il y aura d'autres qui vont s'adjoindre aussi, leurs monnaies vont être basées sur l'or, et il y a des contrats maintenant que la Chine va proposer en yuan, mais convertibles en or. À ajouter à cela, en plus, la Lettonie qui vient de créer sa propre crypto-monnaie, qui est le premier pays au monde à créer sa Alors, propre il est crypto-monnaie. certain aussi que progressivement, la force d'attraction de la puissance russe retrouvée va attirer tous les anciens satellites de l'Union soviétique. Et alors là, pour les Américains, c'est un tas. Ça, c'est vrai, en effet. Donc là il manœuvre. C'est ça que, rappelez-vous, la conférence que j'ai faite sur Napoléon, Hitler, Poutine. Poutine, oui. Et je vais en faire d'ailleurs un livre. Les 2 tiers sont déjà faits. Je dois encore traiter le personnage de Poutine. Mais j'ai trouvé que ce sujet était intéressant à traiter par les leçons que ça pouvait nous donner à nous nationalistes, comme enseignement politique de tactique, de comportement. Et là aussi, qu'est-ce qu'il faut observer, c'est que alors que Hitler Napoléon et Hitler n'ont cessé de faire des guerres, foncé dans le tas, sans arrêter, sans arrêter, sans arrêter, Poutine réagit ponctuellement. Il a réagi ponctuellement en Géorgie, il leur a donné la raclée, au point que tous les instructeurs juifs d'Israël, Tzahal et compagnie, qui encadraient l'armée géorgienne, sont précipités pour entrer en Israël. Mais bien sûr, Poutine est un ami des Juifs, n'est-ce pas? Ensuite, la Syrie. Et puis On sent très bien, en fait, Poutine, progressivement, a refait une armée. Il a refait une armée. Comme Hitler, d'ailleurs. Et puis maintenant, mais contrairement à Hitler, ouais. Poutine a refait une armée technologiquement très moderne, beaucoup plus moderne que l'invincible armada américaine. C'est ce que ça avait donné l'invincible armada espagnole face aux Anglais, je ne sais plus quel siècle. Il a choisi la qualité plutôt que la quantité. Exactement, tout à fait ça. Donc la Syrie, progressivement, il a décidé de se débarrasser de Daesh. Création de qui? Des Américains et d'Israël. La CIA, tout à fait. Ce que justement ces gens de la dissidence se gardent bien de diffuser pour la plupart d'entre eux. Bon. Et puis c'est allé crescendo. Alors, observons son comportement quand les Turcs, encore sous la coupe des Américains, descendent un de ces avions à la frontière. Il nous dit. Ça aurait été Napoléon ou Hitler. Il est rentré dans l'art. Il faisait la guerre à la Turquie. Ah oui, c'était sûr. Qu'a fait Poutine? Il a écrasé, il a protesté, et puis il a laissé mûrir les choses. Là-dessus est arrivé le complot contre Erdogan. On dit que Poutine aurait offert l'asile momentané en Syrie sous la protection des Russes. Le temps que l'autre remette de l'ordre. Que se passe-t-il maintenant? La Turquie est membre de l'OTAN. Donc vous vous rendez compte, si Poutine avait déclaré la guerre à la Turquie pour venger ses pilotes, c'était l'OTAN qui lui tombait dessus. Ouais. Donc il a réagi prudemment, sagement. Et maintenant, il retourne la situation en sa faveur, puisque Erdogan passe des contrats avec lui, à la grande fureur des Américains, qui avaient suscité le complot contre Erdogan, avec Gülen. Donc, rappelez-vous, quand j'évoquais la figure de Poutine, judoka et joueur d'échecs. C'est exactement ça. Il ne se précipite pas, il attend le fou de l'adversaire pour le faire basculer. Et alors, complément de ce genre de politique, que fait-il à travers le monde? Et constamment. Il crée des liens
avec les pays d'Amérique du Sud qui sont en bisbille avec les Américains, dont le Venezuela. On va y venir, on va y venir. Et en Libye, le maréchal Haftar. Oui, l'homme fort de l'Est. J'allais en parler, je ne sais pas. Oui, oui, je vous posais la question. Donc, en résumé, en fait, il laisse venir les choses, il regarde quels sont les points de tension dans le monde, et il attend qu'on lui demande son aide. Alors, plus précisément, ce maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui tient les puits de pétrole, en fait, a demandé de l'aide militaire à la Russie. Oui, justement. Alors, c'est ça. Donc, à la fois, c'est très subtil. On ne dit pas qu'il se propose, on ne peut pas dire que Poutine se propose, il fait que les conditions soient telles qu'on soit obligé de lui demander aide et protection. Je trouve ça remarquable. On peut d'ailleurs, à ce titre, même pas comparer les trois personnages, presque. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Ce sont deux profils de conquérants, Ouais, ouais. mais qui sont différents. Voilà. Sauf les deux premiers qui sont très proches. Les deux premiers sont très proches. Lui, Napoléon et Hitler sont très proches, comme comportement. Oui. Alors, qu'en pensez-vous de cette crise, donc d'ailleurs au Venezuela, avec la tentative du renversement du président Maduro, héritier du Hugo Chavez tout de même, mort étrangement et fort opportunément pour certains. Voilà, c'est la fin de la question. Que pensez de ça? Oui. Ben, c'est une énième tentative de révolution orange de la part des Américains. C'est-à-dire, en fait, le problème de l'Amérique latine, c'est qu'on assiste avec des basculements périodiques entre l'adhésion à la politique américaine et le refus de la politique américaine. En fait, ce sont des régimes, donc ceux qui régissent, ce sont des espèces de régimes national-socialistes. Et il y a aussi une connotation de revanche indienne. Parce que quand vous regardez les physionomies de beaucoup de ces hommes politiques, vous avez à la fois des hispaniques qui d'ailleurs en général sont très proches de la politique américaine, et des physiques qui sont vraiment indiens. Indiens d'Amérique. Indiens d'Amérique. Et prenez Chavez, prenez Maduro. C'est pas des pro-américains. Hein. Ce ne sont pas des pro-américains, et ethniquement, on sent très bien qu'il y a une touche indienne là derrière. Donc, c'est très curieux, ce phénomène sud-américain, ça vaudrait la peine vraiment d'étudier plus en profondeur. Bon, pour l'instant, je reste... on a tellement de choses à traiter, mais c'est un élément important, c'est cette base ethnique qui réagit contre une partie de la politique blanche. Ce n'est pas parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est mauvaise pour eux, tout simplement. Oui, mais au contraire, alors... voilà. Alors, on va finir un petit peu sur Poutine, et vous, qui contrairement à Pierre Hillard, portez un regard très favorable sur l'action du président Poutine, quel bilan faites-vous depuis qu'il a occupé en fait Daesh, la Syrie et contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux, faisant semblant de combattre? Je vais répéter à peu près ce que j'ai dit précédemment, c'est que justement, quand il a décidé que bon, maintenant l'État islamique, ça suffisait, alors que les Américains et les alliés occidentaux faisaient semblant de lui faire la guerre en leur parachutant des armes, etc., en leur favorisant les déplacements, ne serait-ce que l'achat des camionnettes Toyota, qui leur permettaient de se déplacer rapidement à travers le désert. Qui les a achetés? Donc, Poutine, quand il a décidé, bon, maintenant ça suffit, je m'en occupe, ben, vous avez eu le résultat. En un peu plus d'un an et demi, le problème est réglé, quasiment. Alors, j'ai un téléphone qui sonne, hein, on va pouvoir continuer à poursuivre. Que pensez-vous des affrontements sanglants de Charlottesville aux États-Unis qui, faisant suite en fait à l'enlèvement d'une statue du général Lee, héros sudiste, et aux déclarations ambiguës de Donald Trump renvoyant la faute des troubles sur les deux camps, ce qui a fait hurler la gauche américaine et mondiale?
curieux ça. Je sens pas le truc. Je sens pas le truc, pour moi c'est une provocation. Là encore, à qui profite l'affaire? À qui profite l'affaire? À l'establishment. Alors, quels sont les interférents dans l'affaire? Il y a le maire de Charlottesville, Oui. un certain, comment il s'appelle, Signer, qui à mon avis est une modification du nom juif Singer. Maire donc libéral, démocrate, etc. Et de l'autre, un républicain, dit de suprématie blanche, un curieux personnage, un certain Richard Spencer. Alors, ce qui attire l'attention, c'est que le Richard Spencer, partisan de la suprématie blanche, ça va faire baver tous ceux qui rêvent de ça, sans donner les moyens, est soutenu par un curieux personnage qui s'appelle David Duke, qui est qui? Le grand magicien, c'est le titre, du Ku Klux Klan. Or, qui a fondé le Ku Klux Klan? Le haut maçon Albert Pike. Albert Pike, tout à fait, oui. Or, qu'a fait le Ku Klux Klan depuis ses débuts au moment de la guerre de sécession? À part brûler des baraques et tuer des Noirs. Oui, très Et intelligent. il ne s'est jamais opposé au système américano-sioniste au pouvoir. Donc vous voyez, je vais certainement choquer certains en ayant dit ce que je viens de dire. Quand on vous parle de suprématie blanche, je ne vais pas dire le contraire, mais attention à la provocation. Toujours analyser avant de réagir. Qui est derrière? Qui tire les ficelles? Et ce ne serait pas la première fois que des régimes hostiles à ce que nous sommes, nous, Français, Américains, etc., utilisent des gens d'extrême droite, soit en les payant, tout simplement, soit en jouant sur leur patriotisme sans savoir à quoi ils servent, et ils tirent les ficelles. Il faut faire très attention à ça. Donc l'histoire de Charlottesville, le seul résultat tangible, c'est que on a pointé du doigt contre les gens de droite qui réagissaient contre l'establishment, c'est-à-dire le système comme on dit en France, qui a porté le pouvoir Trump, malheureusement, parce que c'était pas le bon candidat. Ce qu'on peut souligner aussi dans les faits, c'est que le conducteur, soi-disant fou, qui est rentré dans la foule, a un CV quand même assez particulier. Maintenant, on va passer en fait à une question. Le Vatican est-il de plus en plus agité par d'étranges déclarations mondialistes du pape François? Que faut-il penser de ces déclarations scandaleuses qui scandalisent les traditionalistes, hein, et cela donne-t-il raison aux cédévacantistes? Alors, bon, le cas François, puisqu'il a tenu à être appelé François, bon, appelons-le François, est vraiment très particulier. Alors, rappelons que c'est un jésuite, ce qui en d'autres temps aurait pu être une recommandation, qui malheureusement, depuis quelques décennies, ne l'est plus, parce que les jésuites ont basculé du côté, pas du bon côté. Je suis un ancien élève des jésuites. Je sais de quoi je parle. Et je dois dire, je pense que j'ai eu une très bonne éducation, même si à l'époque, dans mon cours de philosophie, je passais mon temps à me bagarrer avec mon professeur de philosophie, qui était partisan de Teilhard de Chardin. Donc vous voyez, ça ne donne pas d'aujourd'hui avec François. C'est absolument incroyable. Alors, il y a deux thèses là-dessus, deux possibilités, deux explications. Ou bien le Vatican est tenu économiquement et on dit au pape, vous faites ce qu'on vous dit de dire. Un peu à la manière de Saint-Nicolas du Chardonnay, la fraternité Saint-Pidis. On pourrait dire ça aussi. C'est un micro-modèle. Enfin, oui, évidemment, ils ont un économe qui est juif, c'est tout de même assez curieux. Bon, bref. Bon. Donc, soit
Le Vatican ne peut pas faire autrement. Il y a le couteau sur la gorge sur le plan économique. On menace, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a eu Benoît XVI. Rappelez-vous, j'ai expliqué pièce en main comment ils avaient réussi à se débarrasser de Benoît XVI. Et rappelez-vous mon éditorial de l'époque qui s'appelait « Ils l'ont eu ». On apprend brusquement en janvier 2013 que la Banque d'Italie cesse d'honorer les échanges avec la Banque Vaticane. Et, évidemment... Et puis on apprend la démission de Benoît XVI. Le lendemain de l'annonce de la démission de Benoît XVI, les rapports étaient rétablis avec la Banque d'Italie et la Banque Vaticane. Voilà. Alors, si ça n'a pas une signification, je voudrais bien qu'on m'explique ce que c'est. Hein? Alors, quand je vois, justement, je crois que c'est Abauzit. C'est pas Abauzit qui a dit que Benoît XVI avait été un des pires papes? Très certainement, je ne l'ai pas écouté. Je crois, mais je crois, non, c'est dans un de mes, je crois bien que lui. C'est soit lui, soit... Non, je crois que c'est lui. Bah alors s'il soit l'a lui, fait, soit Conversano, de toute façon. S'il l'a fait à Vive l'Europe, évidemment, enfin, c'est des gens qui sont alors, des anti-chrétiens. Ça démontre justement ce que sont ces gens-là. Si pour eux, Benoît XVI, qui pour moi, pour nous, a été un des meilleurs papes, puisqu'il a tout de même essayé de remettre des choses en place par rapport à ses prédécesseurs, hein, et que son successeur est en train de tout débâtir de ce qu'il avait fait. Mais excusez-moi, M. Boncard, en fait, normalement, moi, quand j'étais petit, un pape décédé, la fumée blanche sortait de la cheminée et on en réalisait un nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est des nouvelles méthodes, alors? Oui, une nouvelle méthode, tout à fait. Non. Nouvelle méthode. C'est moderne. Tout à fait, non, mais justement. Alors, donc, on peut dire, François ne peut pas faire autrement s'il a le couteau sur la gorge. Peut-être que, oui, effectivement, l'exemple de la démission de Benoît XVI pourrait plaider pour cette thèse-là. Et puis l'autre thèse, c'est qu'il le soit, et c'est encore pire, convaincu de ce qu'il dit. Qu'il soit mondialiste, alors selon, alors ça c'est une thèse qu'on nous sort, ah oui, mais vous comprenez, l'Église catholique est universaliste, donc elle est mondialiste. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un faux syllogisme. Ça nous amène directement au l'Église naturalisme. catholique est faite comme le message du Christ pour tout le monde, mais chacun avec ses spécificités, qui seront pesées par les balances humaines. C'est le naturalisme, c'est le grand retour du naturalisme. C'est invraisemblable. Alors quand j'entends ce genre de formulation sortir de milieux catholiques ou même de gens dits proches de nous, je dis, mais ces gens-là ne réfléchissent pas. C'est pas parce que l'Église catholique est faite pour l'ensemble de l'humanité qu'elle est mondialiste. Ça colle pas. Ça colle pas. Or, qu'a dit le pape? Qu'a dit le pape? C'est dans ce numéro ou dans le précédent? Je ne sais plus, en tout cas, oui, dans celui-là. Ben oui, la réaction de Poutine contre François, vous avez vu il faut voir la tête de Poutine quand il regarde le pape. C'est pas tendre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Poutine, en fait, François, en fait, se transforme en agent du mondialisme en disant les Américains doivent se soumettre à la finance mondiale. D'ailleurs, c'est un petit peu bête, parce que l'origine de cette finance mondiale sont tout de même les États-Unis. Ne serait-ce que comme bras armé. Ah mais à l'écouter, il faudrait héberger en fait des migrants en fait dans les églises, alors que les dernières condamnations pour des prêtres qui l'avaient fait pour des SDF de notre sol, en fait on avait eu, je crois me rappeler, des poursuites pénales et judiciaires. On les avait interdits en fait de loger des SDF dans les lieux sacrés. Oui, mais parce que c'était des bons petits français. Ah. Ça, c'est vrai que ça pose un grave problème. À mélanger. Ah, bah oui. À mélanger. Et alors, quand il dit, oui, que le monde doit être régi par un gouvernement, bah, c'est le gouvernement mondial. C'est le mondialisme messianique. D'ailleurs, on en a des nouvelles toutes fraîches. Hein. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu un peu l'actualité. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations parce que là, actuellement, il est en voyage au Pérou. Notre fameux pape, et par exemple une ribambelle en fait disent-ils de catholiques traditionnalistes, pour ne pas dire c'est des vacantistes, l'aurait hué,
On aurait presque demandé en fait à ce pape belligérant, enfin de partir, quoi, de Oui, quitter le sol. De quoi tu t'occupes? De quoi Oui. Alors, bon, pour répondre, puisque vous me disiez, est-ce que ça ne donne pas raison aux CD-vacantistes? Je dirais non. D'abord parce que les CD-vacantistes, quand on voit certains de leurs comportements au travers du cas qu'on a cité tout à l'heure d'Olivier Arnett, c'est pas non plus une garantie de rectitude et d'honnêteté intellectuelle. Ce que je reproche, et pas d'aujourd'hui, aux CD-vacantistes, c'est qu'en fait, ils se retirent de l'Église. Ils laissent la place à l'ennemi. Moi, je suis traditionnaliste. Et je me bats pour une église catholique chrétienne. Pour l'église catholique, telle qu'elle a toujours été. Hein. Et ce n'est pas en sortant de l'église qu'on peut le faire, c'est de l'intérieur qu'on peut le faire. Hein. Et je pense que si ça continue comme ça, il va y avoir une petite révolution d'État au Vatican. Il va y avoir quelque chose, une demande de destitution, un truc dans ce là. Mais pour en revenir au CD-vacantisme, le CD-vacantisme, ce n'est pas une bonne réaction, c'est une réaction de fuite. De laisser la place à l'ennemi. Ils laissent la place à l'ennemi, ils restent bien tranquillement à se contempler leur nombril, leurs petits petons bien au chaud dans leurs pantoufles, hein, pendant que le monde se fait sans eux. Ben, eux, ce qu'ils prétendent, c'est qu'ils sont en train de recatholiser tout ça. Bon, rien du tout. Ils représentent, c'est leur donner beaucoup de poids qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils représentent? Pas grand-chose. Oui, 5%. Non, même pas. Même pas. Voilà. Bien, pour terminer, nous allons revenir sur la politique française. Quelle vision portez-vous depuis plus de 3 mois après son échec, sur la voie qui destinait avec le programme de François Fillon que vous avez soutenu, et sur notamment la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains, qui défraie l'actualité? Bon, là, effectivement, on a devant nous, justement, le résultat de ce que nous ne voulions pas. C'est pour ça que j'avais, avec mes amis, privilégié la solution Fillon. On pourrait dire comme un moindre mal, non, c'était beaucoup plus que ça tout de même, parce qu'au travers le nombre de déclarations de François Fillon, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, il y avait des choses qui collaient tout à fait avec ce que l'on pense. Quand, d'ailleurs, rappelez-vous, quand on a parlé de ce journaliste Roger Bruno Petit, hein, quand Fillon, d'abord, se glorifiait d'être catholique, rappelait les racines chrétiennes de la France avec Clovis, Jeanne d'Arc, etc. Et s'il faisait allusion à Jeanne d'Arc, c'était quoi? C'était pas simplement la sainte, c'était celle qui s'était occupée à l'occupation de l'ennemi. C'était une transposition entre la France de l'époque et la France d'aujourd'hui, occupée par l'ennemi. Et ça, les autres l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils l'ont euthanasié. Ah oui. Et alors, ces crétins de droite, Marine. Je répéterai encore une fois. Ils sont doublement cocus. Premièrement, parce que je ne pense pas qu'ils voulaient voir arriver Macron. Macron, ils l'ont. Bravo. Ils l'ont. Bravo. Et en voulant favoriser Marine, ils sont doublement cocus parce qu'ils découvrent maintenant ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire quelqu'un qui trahit la cause. Cette famille Le Pen, il faut l'éliminer du Front National. Non mais il faut l'éliminer. C'est pour ça que je prône toujours l'entrisme au Front National en la bouclant. Ce n'est qu'en investissant les places silencieusement qu'on pourra modifier les choses. Moi, je peux vous assurer que je l'ai suivi vos conseils depuis déjà un certain nombre d'années. Vous m'aviez donné des conseils à ce sujet-là. J'ai autour de moi des gens qui ont cotisé même très largement au Front National. Moi, depuis les élections présidentielles, je suis désolé. Moi, je leur ai dit, vous retirez vos cartes et vous arrêtez d'adhérer à ce parti. Non, pas d'adhérer, de financer. De financer. Pas d'adhérer. Ceux qui sont en place doivent rester en place.
silencieusement. Ils sont, si vous savez, si rares à voter, à aller voter pour les... Il faut savoir ce qu'on veut. On a un outil avec le Front National, il faut essayer de l'utiliser en renversant les choses. Moi, c'est ma thèse. Et ce ne sont pas les autres petits partis qui, en plus de ça, ne font pas du bon travail, qui vont pouvoir remplacer le Front National. Et nous, on ne veut pas fonder de parti. On travaille d'une autre façon, à créer des cadres. Et ces cadres, justement, et il y en a de chez nous qui sont au Front National. Sans doute pas assez, mais il y en a. Ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait de plus en plus. Mais il faut que ce soit un courant qui se découvre brusquement et qui impose une nouvelle direction. Et pour arriver à cela, il faut rester silencieux, ne pas dire ce qu'on pense. D'accord, écoutez, l'entretien touche à sa fin. C'est qu'1h20 ou 1h30 en fait d'entretien. Je pense que vos lecteurs vont les apprécier. Et on peut se donner rendez-vous déjà désormais pour le 7 septembre, pour votre conférence du 7 octobre. C'est pas la première 7 octobre. 7 octobre. 7 octobre, 7 septembre. Ça Attendez, je voudrais vous retrouver, c'était dans quoi? C'est un article du Figaro. Pour une fois, comme quoi on est surpris parfois, qui parlait de la commission trilatérale, dont on a parlé tout à l'heure. C'est le Figaro du 5 février 2014. Là, ce qu'il disait. La commission trilatérale est fondée en 1972 à l'initiative de David Rockefeller et de Zbigniew Brzezinski. Avec leur grand ami Henry Kissinger. Ah oui, les fameuses fioles d'anthrax. C'est pas franc-maçon ça, et quelque peu juif sur les bords. Ah ben ça, oui, hein. Bon, je ne lis pas toute la citation, mais j'ai voulu rappeler ces trois noms-là. Alors il mettait... oui. Bon, c'est trop long pour tout citer, mais il faisait allusion aux sociétés secrètes. Le Figaro. Le Figaro. Donc voilà, si le Figaro est capable de sortir ça, pourquoi est-ce que Thibaut de Chassé n'a pas corrigé Gollnisch qui sortait cette indemnité? Nier que la trilatérale soit maçonnique, c'est incroyable. C'est du déni de réalité, quoi. Un délit de réalité. Je répète, si le Figaro est capable de le reconnaître, pourquoi est-ce que l'héritage de Thibaut de Chassé ne rectifie pas la chose? Je regrette beaucoup, mais Thibaut de Chassé, il faut qu'il comprenne que quand on met en garde, c'est pas une attaque personnelle, c'est une mise en garde pour le bien commun. Point. Alors il le comprend, c'est souhaitable, ou il ne le comprend pas, c'est dommage. Merci. Voilà, l'entretien est terminé. À la prochaine. À la prochaine, au 7 octobre.